Je donne la parole sans image, là, à Jean-Marie Mignon, qui m'avait prévenu qu'il remonterait peut-être avant les années 70, parce que connaissant bien l'histoire de l'éducation populaire, des colonies de vacances, etc., il a rencontré des préoccupations qui annonçaient, d'après lui, les préoccupations de l'éducation du goût dans les générations précédentes. Oui, je ne vais pas expliquer ce qu'est l'éducation populaire, j'imagine que tous vous la connaissez. Non, c'est pas certain. Alors, très brièvement, il n'y a pas vraiment de définition. Je vais vous en donner une, si vous voulez, pour vous aider. C'est une éducation qui est en dehors des structures institutionnelles classiques, c'est-à-dire l'école, en dehors de la famille aussi. Avant, c'était en dehors du service militaire, qui était aussi important pour une certaine forme d'éducation, qui n'a plus lieu maintenant. C'est pas une éducation à quelque chose, à un travail, à une profession précise, mais à une insertion civique, sociale, dans la société, sans essayer d'envoyer la personne à qui cette éducation populaire se fait dans telle ou telle direction, mais justement de lui donner le maximum d'atouts pour qu'elle puisse choisir par elle-même ce qu'elle veut être dans cette société-là. Voilà, Alors, sur ce sujet-là, j'ai trouvé deux dates, une qui ouvre et une qui ferme, mais c'est pour moi, elle n'ouvre pas ni ne ferme en fait. Ce mois-ci, ce mois de novembre, il y a, figurez-vous, eu un stage national de formation de cheftaine d'éclaireuses unionistes, c'est-à-dire le scoutisme protestant, qui s'est tenu quelque part en France et qui s'intitulait « Bien manger, c'est le début du bonheur, c'est aussi sauver la planète ». J'avoue que, bon, j'étais pas dans l'ambiance, c'est peut-être ma génération, mais j'ai trouvé que c'était costaud comme projet. Sauver la planète à travers le fait de bien manger. Mais c'est vrai qu'en y travaillant, j'ai quand même un peu compris, je pense, ce qu'il voulait se dire. Et puis aussi, j'ai trouvé un livre qui a été écrit par Jean Massé, qui est le fondateur de la Ligue de l'enseignement, qui fait ça, c'est vraiment un travail d'éducation populaire qu'il a lancé. Et il a écrit son livre dans les années 1860. Il s'appelle « Histoire d'une bouchée de pain ». Et il explique comment notre corps vit. Et le premier chapitre, je crois, dans le premier chapitre, il dit « Le portier qui garde la bouche, c'est le sens du goût ». J'ai trouvé ça assez beau. Et le portier, dit-il, avec son sens du goût, choisit ce qu'il mange et recrache ce qu'il refuse. La bouche serait donc capable, selon lui, de tirer le mauvais goût du bon goût, d'avertir le sain du malsain. Personnellement, je ne suis pas compétent pour répondre à cette question, mais ça m'étonne un peu parce qu'il peut y avoir des choses toxiques qui sont bonnes à manger, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pensé en lisant ça. Et il continuait en disant « Il faudrait goûter un aliment avec la précaution des chats ». Bien. Alors, les vacances se passent souvent dans des colonies ou dans des camps, etc. Ces lieux de vacances collectives, ils ont commencé dans la deuxième moitié du 19e siècle, les années 1880 et quelques. Et il y avait à ce moment, il y a eu dans cette période, je ne m'accroche pas aux chiffres, je fais des pas un peu longs des fois, mais il y a eu quand même deux choses qui m'ont paru assez importantes. C'est la crise du phylloxéra, qui a profondément modifié le vignoble français, non seulement dans sa capacité de produire, mais aussi dans sa qualité. Et puis, il y a eu Pasteur, à la même époque, qui invente, qui découvre une nouvelle façon de protéger les aliments, avec justement la pasteurisation. Et ça m'a quand même un peu intéressé, parce que dans les colonies de vacances, dans les menus que j'ai vus de ces années-là, tout le monde, partout, on donne à boire aux enfants du vin qui est coupé d'eau.
il y a certains auteurs qui disent le cidre, le bon cidre bien frais, c'est bien, on ne le coupe pas, là, visiblement. Mais ces enfants qui sont en colonie de vacances boivent donc du vin, il est coupé d'eau, mais ils boivent du vin. C'est quelque chose qu'effectivement, aujourd'hui, je ne crois pas que ça se fait plus, personnellement. Voilà. Alors, cette idée-là, elle se heurte pourtant, et pourtant, Pasteur, vous savez, la défend à travers une formule assez claire où il dit que boire du vin, c'est quelque chose qui est assez sain, donc pour les enfants, pourquoi pas. Il y a cette idée-là, et qui ne se heurte pas à l'époque avec une idée fondamentale qui est celle de l'hygiénisme. Et la préoccupation des gens qui s'occupent des enfants dans ces centres de vacances, dans ces colonies de vacances, ce n'est pas les préoccupations d'aujourd'hui. Hein. C'est la préoccupation de ces enfants qui sont en ville, c'est souvent des enfants d'ouvriers. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la classe moyenne est très faible. Il y a les riches et il y a les pauvres. Hein. Il y a les bourgeois et il y a les prolétaires. Il y a une classe moyenne qui existe, artisans, commerçants, mais elle n'a pas la dimension d'aujourd'hui. Donc ceux qui vont en colonie de vacances, ce sont des enfants d'ouvriers, et une grosse attention à leur égard, c'est l'anémie, la malnutrition. Donc l'important, c'est qu'ils mangent, et qu'ils mangent bien, et qu'ils mangent beaucoup. Hein, qu'ils mangent beaucoup. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose. Je suis sûr que vous, dans votre famille ou des amis, vous avez entendu parler de la boule. Vous savez, on était obligé de manger quand on était gamin, et à cette époque aussi, de tout manger. Il fallait tout manger. Et il y a des choses qui étaient absolument immangeables pour certains de ces enfants. Ils gardaient la boule là, pendant des heures et des heures jusqu'au moment où, quand ils seraient seuls, ils pourraient la recracher. C'est quand même quelque chose qui est très dur. Hein. Et c'est quelque chose, je pense, a beaucoup existé, cette histoire-là. C'est l'exemple pour dire qu'effectivement, il y a une espèce de coercition à l'époque sur l'alimentation. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, les colonies de vacances, à l'époque, elles sont tenues par deux professions. C'est la profession médicale, enfin le corps médical, avec la question qui touche tout le monde à l'époque, l'hygiénisme, mais c'est aussi les enseignants, ce sont les instituteurs qui vont en colonie de vacances et qui s'occupent des enfants. Et les instituteurs, ils ont les mêmes réflexes qu'à l'école. Et les colonies de vacances, et en particulier le temps des repas, il correspond beaucoup quand même à ce qui se passe dans les salles de classe. Donc c'est pas vraiment quelque chose de formidable. Et ensuite, évidemment, il y a quand même eu, peu à peu, des professionnalisations de gens qui s'occupaient de l'alimentation. Et puis, il y a eu la guerre. Après ce phylloxéra qui a quand même été un choc terrible pour beaucoup de Français, la guerre, figurez-vous, qu'il y a eu un aspect positif pour les centres de vacances, c'est-à-dire que les rations qui avaient été pensées très précisément pour les militaires ont été, l'idée des rations et leur façon de les préparer a été utilisée ensuite dans les colonies de vacances. Je vais aller peut-être un peu plus vite, oui. Théoriquement, le temps est limité. Oui, je suis dépassé. Bon, dépassé. Donc, j'arrêterai avec simplement cette phrase-là, qu'aujourd'hui, les accueils collectifs de mineurs sont quand même tenus à énormément de réglementations et en définitive, un camp volant de scouts au fond d'une forêt est soumis à la même réglementation qu'une grosse industrie alimentaire. C'est-à-dire qu'il y a un devoir absolu de faire ce qui doit être fait pour cette alimentation. Merci. Oui, vous avez évoqué Jean Massé, alors c'est une découverte pour moi. C'est vrai que, répétons que c'est le fondateur de la Ligue de l'enseignement, c'est-à-dire la plus grande association socio-culturelle de l'histoire française, presque d'Europe. Et le livre « Histoire d'une bouchée de pain » figure dans les biographies de Jean Massé, mais personne ne regarde ce livre, qui était un best-seller absolu, qui a été lu dans une bonne partie des écoles primaires publiques
dans les années de la fondation de la République. Et c'est très intéressant d'y découvrir des considérations sur le goût. Ça mériterait peut-être une réédition critique sur ce plan-là. Alors, Hélène Baumer, je l'ai dit, vous êtes directement impliquée en tant qu'inspectrice, même honoraire. Non, mais on l'est toujours. Enseignant, on le reste toujours. Mais aussi en tant que maire. Je pense que c'est de ce double point de vue que vous allez intervenir. Merci, Monsieur Houry. C'est vrai qu'il y a fort longtemps, la préoccupation existait concernant les enseignements que l'on a appelés pendant longtemps ménagers, qui étaient parallèlement pour les garçons, le développement dans l'artisanat du métier, et parallèlement les jeunes filles qui apprenaient en gros, si on peut dire, tous les travaux de la vie quotidienne. Et notamment, bien sûr, une grande place pour la cuisine. Ceci, on le retrouve déjà dès le XVe siècle. Alors, c'était vraiment un apprentissage important pour ces jeunes filles, lié aux différentes disciplines fondamentales comme la physique, la chimie, la biologie, les sciences naturelles. Mais actuellement, on a une évolution qui a été relativement rapide. Certains pays sont restés très attachés, et on a cité ce matin le Japon, que je connais bien, et effectivement, la place est très importante, mais également les pays d'Europe du Nord, la Suisse, je sais que ma collègue en parlera tout à l'heure, l'Italie, les États-Unis, l'Afrique francophone, l'Amérique latine, mais que dire de la France, où la priorité a été oubliée, on peut le dire, oubliée depuis les années fin 60, disons. À partir de mai 1968, il se trouve que c'est à partir de ce moment-là que je m'y suis aussi intéressée. Il y a eu un passage entre enseignement ménager, notamment dans les collèges, où les cuisines ont été progressivement supprimées, les cours aussi. Au détriment de ces cours-là, on a mis en place la technologie, sachant, entre parenthèses, qu'elle pose de gros problèmes de recrutement et que certains collèges n'ont même plus de cours dans cette discipline. Et l'option bac même a été supprimée en 1994. C'était une option pour les bacheliers. Personnellement, moi, j'étais toujours intéressée par ce type d'éducation qui me semblait fondamentale, celle du goût. Je n'y reviendrai pas, vous en avez beaucoup parlé, merci, Monsieur Puisset. J'ai eu la chance, lors de mon stage d'inspection dans l'académie de Besançon, c'était dans les années 80, d'avoir pu expérimenter avec un groupe de professeurs ce type d'enseignement. C'était une expérimentation. Nous étions partis avec ce groupe des représentations des élèves et progressivement nous avons avancé pour développer un certain nombre de compétences qui ont permis à ces jeunes de s'exprimer, de communiquer, de rechercher l'information, de développer leur esprit critique. Alors, bien entendu, la France ne répond quasiment plus à ce type de formation, sauf, et effectivement, et on a entendu parler de tout cela déjà dans la première table ronde, des initiatives associatives, notamment, qui existent. Est-ce que les élèves, les parents, les professeurs ne seraient plus intéressés ? Les enquêtes successives prouvent un petit peu le contraire. En 1998, il y a eu une très grande enquête qui s'appelait « Quel savoir enseigner dans les lycées ?» Donc, cette enquête a été menée par messieurs Mérieux et Dudet. Et ce qui était intéressant, c'est de savoir qu'à côté des fondamentaux de nos enseignements, nous avions des demandes de cuisine, de secourisme, de puériculture, de bricolage, et pour l'enseignement professionnel, qui n'existe pas encore, de la philosophie. Alors la réponse a été un petit peu abrupte. Sur l'Académie de Nancy, par exemple, on avait 37% des élèves qui souhaitaient l'enseignement de la cuisine. La réponse
de Philippe Bergueux lors de la synthèse a été: il convient sans aucun doute de faire droit à ces demandes sans pour autant ni dévoyer la fonction de l'école, ni dévitaliser le tissu associatif. Il ne souhaitait mettre aucune action en place à ce niveau-là. Plus récemment, en 2016, nous avons eu le rapport Son-Thierry-Ly, quelle finalité pour quelle école? Et donc, les personnes qui ont réfléchi sur cette finalité ont mis en avant le développement des sciences et techniques de l'alimentation. C'était une de leurs priorités. Et tout récemment, j'ai eu connaissance c'est en octobre de cette année 2019, d'un groupe de travail transition alimentaire, filière et territoire de l'Académie de l'agriculture de France, qui a publié un rapport préconisant aussi une intégration du thème de l'alimentation durable dans les programmes d'enseignement et de la formation professionnelle. Donc il y a quand même beaucoup de points importants et communs de demandes concernant cette alimentation. Alors bien sûr, vous avez eu l'historique de M. Puiset avant, concernant le goût. Effectivement, il y a eu cette mise en place, et donc cette année, en 2019, c'est la 30e manifestation sur le goût. Ce n'est qu'en 2003, malgré tout, que les ministères de l'Agriculture et de l'Éducation nationale l'intègrent dans les programmes. Alors bien sûr, le goût... Pardon, j'ai enlevé une petite partie. Voilà. Le goût, c'est extrêmement important. Je vous le disais, ça a été ma priorité depuis les années 80. Ce qu'on peut noter maintenant, c'est que la recherche s'accélère beaucoup au niveau des groupes agroalimentaires et des industriels pour la fabrication de composants artificiels qui piègent nos récepteurs. Et c'est peut-être là où il faut aussi qu'on soit vigilant, et c'est important qu'il y ait une formation au niveau de nos jeunes, parce que certains arômes peuvent donner l'impression différente d'un produit, qu'il est plus sucré par exemple, alors que sa concentration n'a pas changé. C'est une illusion qui est très très utilisée dans l'industrie pour rendre par exemple un yaourt plus onctueux. On rajoute des arômes, des épaississants, et on ne met pas de matière grasse. Il peut être à 0% tout en étant onctueux. Donc là, c'est une évolution aussi qu'il faudra prendre en compte dans le développement et le goût. Parce que le goût et le dégoût, c'est important. On est resté là essentiellement sur la physiologie. Mais il y a d'autres références, les références culturelles, religieuses, les habitudes alimentaires, les influences, parlons bien sûr de la publicité, et les représentations que chacun se fait. Alors j'ai observé récemment la semaine du goût 2019. Je l'ai observé dans une école maternelle à Paris. Alors, le bilan, c'était faire chaque semaine un menu d'une couleur différente chaque jour, blanc, rouge, orange, vert, jaune. Dans une école élémentaire en Alsace, des pays différents pour lesquels on a offert aux enfants un petit déjeuner tous les matins. Alors, ma préoccupation, ça a été de voir effectivement comment cette semaine était intégrée. Mais il n'y avait pas d'intégration. J'ai peut-être mal choisi les établissements, mais c'est très souvent quand même le cas, parce que j'ai observé d'autres années aussi. Il n'y a pas de liaison avec l'enseignement de l'alimentation ou même les enseignements qui sont diffusés aux élèves. Et surtout, pas de personnel formé. Plus suffisamment de professeurs d'économie familiale et sociale qui sont formés mais qui vont davantage vers les caisses d'allocation familiale, le tribunal, l'aide aux familles, plutôt que de les recruter au niveau des enseignements.
Alors, comment éduquer nos jeunes et développer les compétences nécessaires pour leur permettre d'être critiques vis-à-vis de l'ensemble des propositions alimentaires auxquelles ils sont confrontés, aux alimentations locales, au monde, aux alimentations de plus en plus industrielles et même aux alimentations bio. Alors, je vais effectivement vous proposer une expérience qui est faite depuis une dizaine d'années. Hein. Oui. Donc, rapidement, j'ai déjà... On peut enlever des choses. Le collège de Fortuire, donc si on peut mettre monsieur est parti. Alors maintenant il faut que je retrouve. Voilà, alors on va faire échappe. On devrait y arriver. Je ne sais pas où il est. Il a dit qu'il l'avait mis. Ça devrait y arriver. Je le vois pas. Donc, plus je suis. Voilà. Alors, c'est un collège, un très gros collège. Hein. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, nous avons changé de cuisinier. Nous avions à peu près 400 élèves qui étaient inscrits à la cantine. Nous en avons actuellement 720. Les enfants aiment venir manger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une commission de menu qui a associé différentes personnes, y compris bien sûr les enfants, les parents. Alors, au self, tous les jours, il y a un menu du jour avec des choix d'entrées, 3 entrées, 3 plats protéiques, viande, poisson ou œufs, un plat végétarien, 3 fromages et 5 desserts, parmi lesquels, en self, les élèves choisissent. Ensuite, ils arrivent en salle et là, ça doit être bon. Voilà, ils ont 3 bars à leur disposition dans lesquels ils peuvent choisir, s'ils le souhaitent, des entrées supplémentaires, du fromage, et, des laitages, pardon, et puis des légumes. Donc c'est à leur disposition, ils se déplacent, ils viennent prendre, goûter, comme ils le souhaitent. Alors je vous montre une assiette. Voilà, une assiette avant, une assiette avant, une assiette après. Effectivement, il y a très peu de déchets. Parce que les enfants prennent déjà au self ce qu'ils souhaitent et reviennent et dans la salle, échangent et prennent un yaourt supplémentaire, quelques fruits, quelques légumes. Ils viennent goûter. Ensuite, ce qui se passe aussi dans cet établissement, donc je vais un peu vite aussi, c'est les repas à thème. Chaque semaine, ils font un repas à thème et à ce moment-là, ils ont à leur disposition des produits spécifiques au thème. Alors, des repas italiens, des repas chinois, etc. Et enfin, ce qui se fait régulièrement, c'est leur contribution au niveau de la cuisine. C'est-à-dire qu'entre midi et 2, puisqu'ils ont 2 heures de pause, ils peuvent aller faire du sport, mais ils peuvent aussi venir faire de la cuisine. Et ils s'inscrivent vraiment de manière très, très importante et viennent donc faire, actuellement ils sont en train de confectionner les biscuits de Noël qui seront consommés après avec l'ensemble des élèves. Alors c'est vrai que au niveau bilan financier, il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'ils ont un coût moyen inférieur à la moyenne qui est de 1,89 € pour un repas complet. Ils ont à peu près 50 kilos de déchets par jour, alors qu'il y en avait 170 quand la cuisinière est arrivée. Et donc, cette considération de l'enfant dans sa globalité, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à lui, non seulement pour les enseignements, mais également pour ce qu'il consomme, est un plus dans cet établissement. Alors, bien sûr, on développe toute l'année le goût, et je pense que cet aspect-là est quand même extrêmement intéressant parce que ce n'est pas simplement une journée, c'est l'ensemble, y compris les enseignants, qui sont partie prenante de ce qui se passe dans cet établissement. Je crois que voilà. Merci beaucoup. Je crois qu'on reviendra rapidement tout à l'heure sur ces expériences qui font qu'on comprend bien qu'elles n'ont de sens que parce que vous avez par exemple
Hélène une expérience d'inspectrice et avant une mémoire d'un enseignement dont on peut dire qu'il a été rayé de la carte. Mais on pourra revenir sur le fait qu'on est rayé aux alentours de 68, comme par hasard, ce type d'enseignement. Marie-Hélène, la Suisse, mais aussi une expérience personnelle, un cheminement personnel. Oui, voilà. Alors moi, je représente la Suisse. Merci beaucoup de m'avoir... Le micro plus près. Plus près. Vous m'entendez? Voilà. Donc je représente la Suisse. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et alors, parler de la Suisse, c'est vrai que c'est un pays assez petit, 8,5 millions d'habitants, mais 26 politiques éducatives. On a essayé d'harmoniser tout ça avec un concordat Armos et on a 3 régions linguistiques, donc le français, l'allemand et l'italien. Le Tessin, donc la Suisse italienne, y a adhéré et on a trouvé 4, les compétences générales de santé, bien-être et consommation sont à l'honneur. Donc on parle beaucoup d'éducation alimentaire, il y a des cours d'éducation alimentaire et en tant que didacticienne du français, langue étrangère et plurilinguisme, j'ai été associée à un projet de recherche de la HEP, Haute École Pédagogique de Lucerne, sur un projet qui s'appelle Des mets et des mots, qui a été réalisé en 2014. Et en fait, ce projet voulait voir un tout petit peu ce qui se passait au niveau des pratiques enseignantes des langues étrangères et au niveau de l'alimentation, en lien aussi avec les approches plurielles, l'éveil aux langues, sensibilisation aux langues et aux cultures. Voilà. On s'est aperçu très très vite dans les différentes régions concernées sur le bassin alémanique, sur la Suisse alémanique aussi et sur le Tessin qu'il n'y avait pas grand-chose, ou s'il y avait des initiatives, elles étaient faites un peu sous le manteau. Il y avait un manque de légitimité de la part des enseignants de langue, notamment de français et langue étrangère, à se lancer dans ce genre de projet. Donc finalement, l'alimentation se résumait à une dégustation, les crêpes c'est bon, oui, les crêpes c'est la France, oui, et encore. Donc à un certain moment, on a décidé pour introduire ces pratiques, parce qu'on sentait qu'il y avait quand même de la curiosité de la part des enseignants, de réaliser un cas, ça a été le cas tessinois, et j'ai décidé en association avec une enseignante de français et langue étrangère qui est très curieuse, qui aime aussi la cuisine, qui avait vraiment un intérêt personnel, de réaliser cette chose. Bien sûr, il a fallu aussi avoir le soutien de l'institution, du directeur de l'établissement, ce qui n'est pas toujours aisé, et aussi de créer une collaboration avec l'enseignante d'éducation alimentaire. Voilà. Ce projet, alors bien sûr, il s'agissait de s'intégrer dans le programme de l'enseignement du français et faire en sorte que les élèves découvrent la gastronomie française et puissent aussi mettre la main à la pâte. Et ça a été extrêmement bien perçu de la part des 2 enseignantes, notamment l'enseignante d'éducation alimentaire qui très souvent, en tout cas dans les écoles tessinoises, se retrouve un petit peu mise un peu à l'écart du corps enseignant, toujours l'impression d'être un petit peu moins que les autres enseignants. Et là, ça a vraiment donné un dynamisme au sein du corps enseignant. Attendez, là, je me suis un peu perdue. Et voilà. Très bonne collaboration. Et quelque part, on a presque pu faire de l'enseignement immersif, car cette enseignante d'éducation alimentaire parle aussi français. Donc, on a réussi, en phase de réalisation des recettes, de faire un moment vraiment immersif en français. Au niveau des élèves, alors il faut peut-être dire que 25% des classes tessinoises sont composées d'élèves dont les langues et les cultures ne sont pas autochtones. D'accord ? Ça peut être de la migration interne ou la migration externe. Et finalement, ça a été un excellent moyen de faire de l'inclusion, parce que tout le monde se retrouve dans le fait de manger, de préparer à manger, de collaborer. Voilà. Et puis,
Ça a aussi créé du lien avec les familles. Les familles ont eu un retour très, très, très positif parce que s'apercevaient que leurs enfants apprenaient quelque chose, l'apprenaient en français et avaient du plaisir à s'investir dans les activités. Ce projet a été conçu de façon à ce qu'il soit modulable. On ne doit pas nécessairement tout faire, ni rentrer dans les salles de cuisine. Mais la difficulté, finalement, c'est de généraliser ce genre d'activité. Dans le sens où c'est vrai que j'ai un parcours qui me porte à m'intéresser à ça, mais je m'aperçois que les enseignants sont quand même limités par les programmes très serrés. Et ça demande beaucoup de travail au niveau de la préparation didactique, des activités en français, etc. La chance que l'on peut avoir quand même, c'est de disposer de salles de cuisine. J'ai cru comprendre que c'était plus tout à fait le cas en France. Il y a des cours d'éducation alimentaire qui se situent sur la 4e, c'est à peu près une dizaine d'heures. D'éducation alimentaire, c'est pas seulement de la cuisine, et il y a aussi le laboratoire en association avec les enseignants de sciences naturelles. Voilà. Donc, les limitations, c'est il n'y a pas assez de... Oui, il n'y a pas encore une grande généralisation. Par contre, au niveau de la formation, bien sûr, je m'occupe de la formation bachelor, de la formation master. Ce sont des masters en éducation. Et je vois de plus en plus de mémoires de master sur l'éducation alimentaire en association aux langues. Ce qui me plairait, c'est d'associer plus grandement mes collègues didacticiens d'allemand, langue étrangère, d'anglais, langue étrangère. Voilà. Mais les choses commencent, et ce qui me fait très plaisir, c'est de voir qu'en formation continue, il y a des synergies qui s'opèrent. Les experts de l'éducation alimentaire, voyant une certaine ouverture de ma part, viennent et on essaye de créer, on va certainement créer des modules de formation continue associant langue étrangère et éducation alimentaire. Toujours dans une optique de plurilinguisme et d'inclusion. Voilà. Merci. Merci. Oui, c'est quand même très intéressant de voir que le premier intervenant, Jacques Puiset, évoquait la langue et que vous êtes une enseignante au départ de français, langue étrangère. Et je crois que Natacha Polony est agrégée de lettres. Donc tout ça, ça a un certain sens, c'est-à-dire qu'il y a un rapport évident entre le goût et la langue. Et plus généralement, la culture, disons, gastronomique au sens étymologique du terme, disons, du manger, du boire, elle s'exprime entre autres, pas seulement, mais par le verbe. Et ça me paraît important, on va peut-être y revenir. Je rappelle d'ailleurs que, contrairement à ce qu'on croit souvent, l'usage du mot goût sur le plan esthétique vient du goût alimentaire et non pas l'inverse. C'est-à-dire que pendant des siècles, les sociétés ont disposé d'un vocabulaire qui parlait du goût alimentaire, et dans les temps modernes, entre le 16e et le 18e, on s'est mis à décaler cette notion de gustus, en tout cas pour le monde occidental, romain, vers l'esthétique. Ça s'est fait dans ce sens-là. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que tous les historiens de l'art l'ont remarqué, mais on peut leur signaler au passage. Alors Jacques Puiset, vous avez quand même montré tout à l'heure qu'à partir des années 80, l'éducation au goût et du goût a un coup de mou. Comment vous l'expliquez? Vous nous avez donné 2 phrases, mais enfin, ça mérite peut-être... Il y a un coup de mou, il y a quand même on fait du surplace. Ça paraît bizarre qu'on fasse du surplace. Vous parlez d'un mouvement qui s'est un petit peu ralenti à cette époque-là. Vous pouvez aller un peu plus loin dans l'analyse? C'est très simple. Il faut reprendre le tableau nutrition, hygiène. Ça se vend. Le goût, ça se vend pas. Ça se vit. Donc, automatiquement, on peut dire que les responsables de nos sociétés sont allés sur la nutrition et l'hygiène et ont occulté totalement la partie culturelle, parce que dans le fond, c'est l'aspect culturel du goût. Ça, c'est le problème de l'alimentation. Vous avez abordé bien des fois l'industrie, etc. Je me souviens à l'époque, avec Trémolière, jamais on n'aurait pensé que l'industrie rentrerait dans les attitudes alimentaires de nos pays.
Hein, moi, personnellement, j'aurais jamais Vous pensé. n'avez pas du tout anticipé ça. Non, j'apprends. Donc, vous savez, pour que le goût fonctionne, bon, il faut un émetteur. Bon, si l'émetteur est banal, pourquoi voulez-vous que le sujet goûte? Donc, son appareil sensoriel, entre guillemets, son outil, il s'atrophie, hein, puisqu'il n'a pas de réponse pour le faire grandir. Donc, on est bien là, ce phénomène-là, si nous n'avons pas, comment dirais-je, un émetteur éloquent, hein, eh bien, le citoyen, enfin l'homme, va pas avoir envie d'attraper quelque chose, il n'y a rien à attraper. Si la banane est muette, pourquoi voulez-vous qu'il mange une manette? Oui, c'est ça, cette histoire. C'est que si l'aliment est muet, ça ne fonctionne pas. Et d'autre part, quand vous êtes en train de manger la banane, si quelqu'un vous demande l'heure, vous êtes dérangé et les signaux n'arrivent pas à votre cerveau. Ça veut dire qu'il y a... On reprend là le problème du repas, le problème de l'acte de manger. Quand vous téléphonez, personne ne vous dérange. Hein? Eh bien, quand vous êtes en train de manger, laissez la personne continuer disons, d'avoir cette relation intime avec la chose. Hein? Et c'est parce que à ce moment-là, la chose vous confie son intimité, qu'on ne peut pas avoir nulle part ailleurs. Moi, j'avais les analyses, j'avais tout. Hein. Je ne peux pas les avoir. Je ne peux les avoir que si ça passe dans un cerveau, sachant qu'il n'y a pas deux cerveaux identiques. C'est ça qui est merveilleux. Mais vous avez senti, aussi bien dans les années 70, au début de l'Institut, que plus tard, quand même s'exprimer, peut-être pas de façon franche, mais peut-être derrière votre dos, une sorte de scepticisme à l'égard de la mise en avant de la notion de goût. Moi, j'imagine, peut-être que je fantasme, un certain nombre d'esprits dans l'éducation nationale, pour ne citer qu'elle, mais sans doute, qui doivent considérer, encore ce matin, que c'est assez secondaire comme préoccupation. Vous avez été affronté à ça, ou on n'a pas osé vous le dire en face? On m'a pas... Bon, j'avais la chance d'autres activités, malgré que le goût était le principal. Donc, sûr, on m'a souri bien des fois, hein, ça, et même encore. Ouais. Même encore. Parce que les gens, on leur a pas dit qu'ils avaient un corps gustatif depuis la naissance, et que s'ils ne l'enrichissaient pas, s'ils ne le formaient pas, eh bien, automatiquement, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Et c'est pour ça que je me suis adressé aux adultes. Bon, les adultes qui avaient une profession, ça marche très bien, avec des boulangers, on peut comprendre parce qu'il y a un outil. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens, quand ils consomment quelque chose, traduisent par des mots ce qu'ils ont ressenti. Hein. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, les enfants sont pas encore, entre guillemets, abîmés. Hein, eh bien, je vais m'adresser aux enfants. Et j'ai eu des résultats avec les enfants prodigieux. Mais comme c'était les adultes ensuite qui ne trouvaient pas d'intérêt à goûter, hein, regardez autour de vous, le temps qu'on passe, on a des gens qui avalent, ils avalent et ils ne goûtent plus. Bon, et c'est eux souvent qui ont l'argent. Donc, ils me disent, mais pourquoi voulez-vous que les enfants prennent à goûter? Ça ne sert à rien. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Merci. Hélène Baumer, vous avez évoqué un effet 68 sur... Alors, rappelez-moi, parce que pour moi, c'est effectivement tellement loin, ça s'appelait enseignement ménager... Oui, au départ. Enseignement ménager, puis... Économie familiale. Économie familiale et... Alors, oui. pour le... Parce que je vois très bien l'argument, c'est que c'était paternaliste et que c'était macho. Bah oui, non, c'était l'image qu'on avait. C'était évidemment ça, l'enjeu, non? Oui. Ah, oui. Oui, c'était l'image qu'on avait. Oui. C'était au départ d'ailleurs relégué pour la femme, si on peut dire. Oui, hein. Oui parce qu'il y avait déjà quand même ça. Il y avait une relégation. Voilà. C'était bon pour les femmes. Oui, pour ce qui était enseignement à destination de la vie quotidienne des femmes. Par contre, on peut quand même remarquer que les cuisiniers, les grands cuisiniers, ce n'étaient que des hommes à cette époque-là. Donc il y avait une différence entre le métier, ça n'a pas énormément changé. Le métier ouais. Et effectivement l'alimentation dans la famille.
Jean-Marie Mignon, vous avez été obligé d'aller très vite, mais ce mouvement associatif, vous avez entre autres cité les scouts. Est-ce que vous pensez que les mouvements de jeunesse au sens large ont eu un rôle quand même dans ces formes d'éducation alimentaire, ou est-ce qu'ils se sont laissés submerger par des enjeux, alors effectivement pas négligeables comme l'hygiène et même tout simplement la mise à distance de la disette et de la famine, parce que c'était quand même la question il y a un siècle. Oui, il y a aussi la question financière, le coût des repas. Ça, c'est important. Mais assez rapidement, les repas sont élaborés bien souvent en fonction de ce qu'offrent les terroirs sur place. Ça, vous l'avez perçu déjà à l'époque? Ça, oui, il y a... Même des fois, je veux dire que c'est tellement utilisé qu'on voit que pendant toute la semaine, il y a le même légume qui revient à tous les repas. Et on s'étonne après que les enfants aient le ventre un petit peu ballonné ou aillent souvent aux toilettes, etc. Mais sans aller jusqu'à ces excès, je pense que le lien avec le terroir a souvent très bien fonctionné. Mais je crois qu'il y a la question du coût. Et puis, il y a aussi le fait que j'ai remarqué, il y a quand même pas mal de cuisinières dans les colonies de vacances. Hein, c'est souvent d'ailleurs la maman d'un colon, jusqu'à une certaine époque. Je ne sais pas, je n'ai pas pu le travailler beaucoup, ça. Mais je vois... c'est l'image de la mère aubergiste aussi, voilà, dans les auberges de la jeunesse. Oui, c'est ça, la mère. La grande époque. Elle ne fait pas partie de l'équipe dirigeante. Elle ne fait pas partie de l'équipe dirigeante. Les repas, me semble-t-il, sont souvent assez éloignés des préoccupations éducatives de ceux qui ont créé cette colonie de vacances ou ce camp. Je trouve, je l'ai quand même assez repéré. Et puis, il y a aussi, à quel moment ça vient, la relation entre l'intendant et le cuisinier, l'arrivée de l'intendant. Oui. Et c'est la relation qu'il a avec les cuisiniers. Moi, je n'ai pas tellement de réponse là-dessus, mais je l'ai quand même repéré. Et à ce moment-là, les choses évoluent, parce que là aussi, l'intendant, il est préoccupé financièrement des repas, certainement beaucoup plus que la cuisinière, qui, elle, est une maman qui fait la cuisine qu'elle sait faire. On pourrait généraliser, parce que cette question de l'économe, de l'intendant, on la retrouve dans les hôpitaux. À partir du moment où il y a une école nationale qui forme des administrateurs d'hôpitaux, c'est évident que le fonctionnement de l'hôpital, au bout d'une génération, c'est un peu comme pour l'ENA, est différent, parce que vous avez des spécialistes de la gestion de ces établissements, et qui ont quand même une forme de pouvoir qui grandit. Vaste problème qui déborde la question de l'éducation au goût. Marie-Hélène, vous avez évoqué, peut-être que tout le monde n'a pas perçu ça, parce que quand on dit la Suisse, voilà, il y a des mythes tout de suite, vous aviez devant vous, à un certain moment, 25% d'étrangers. Il faut bien préciser que cette Suisse prospère, bourgeoise, conservatrice, etc., c'est un des pays qui a accueilli le plus d'étrangers en proportion de la population. Oui. Et apparemment, ça n'a pas encore conduit à la guerre civile. Donc, non, mais je suis désolé d'être un peu lourd là-dessus. Hein. Donc, vous pouvez revenir sur vos étrangers, vos Serbes et vos Croates, par exemple, dans la même classe. Voilà, la liste serait longue. Hein. Ouais. Nous avons des Kosovars, nous avons des Chinois, des Syriens, des Syriens, des Kurdes, quoi. Vraiment, il y a à peu près 30 nationalités qui sont représentées. Alors, c'est vrai qu'en Suisse, il y a deux grands systèmes scolaires, c'est-à-dire une école de la sélection, hein, c'est la Romandie, la Suisse alémanique, et puis le Petit Tessin, on est quand même 6% de la population, qui est une école de l'inclusion. Donc il est extrêmement important que ces élèves soient inclus, et en même temps, j'entendais parler comment on peut dire, l'attachement à ses propres saveurs, mais aussi donner le goût des autres. Et en fait, il y a un donnant-donnant, et je trouve qu'à travers, par exemple, ces expériences des mets et des mots, ça a donné du lien dans la classe, et ça permet aussi, pas seulement d'avoir des compétences, oserais-je dire, plus intellectuelles, mais aussi plus pratiques, et de faire voir que qu'un élève, c'est un tout, et que l'école obligatoire forme les futurs citoyens, et que ces citoyens doivent avoir une autonomie de vie sur tous les aspects. Voilà, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je ne sais pas si...
Mais peut-être qu'on va vous poser, ainsi qu'aux 3 autres participants, des questions, parce que le moment est venu des questions. Nous avons plus de 20 minutes, c'est glorieux. Et je vois déjà plein de mains qui se lèvent. Alors, peut-être madame d'abord, monsieur, une autre madame. Mais le micro. Alors, Ah bon. Pardon, Ah bah. je suis là. Pardon. Alors c'est une autre personne. Oui. Bonjour, Véronique Gasté, Direction générale de l'enseignement scolaire, ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Je remercie l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs interventions et je vais essayer d'être un petit peu l'historienne du temps présent en apportant quelques éléments de la politique actuelle menée par le ministère de l'Éducation nationale. Nous l'avons vu à travers les intervenants que l'éducation à l'alimentation et au goût est bien l'affaire de tous et qu'elle nécessite une approche à la fois transversale et systémique pour que l'enfant, dans ses différents temps de vie, puisse bénéficier de cette éducation à l'alimentation et au goût. Le ministère de l'Éducation nationale travaille de concert avec le ministère de la Santé, bien sûr, mais également avec le ministère de l'Agriculture et avec quantité d'autres partenaires. Le ministère de la Culture, parce que l'éducation à l'alimentation et au goût peut faire l'objet de projets d'éducation artistique et culturelle, avec le ministère des Affaires étrangères sur l'opération Goût de France, avec Bercy sur le GEM-RCN qui est connu par nos intendants, avec la DILPEG sur la mesure petit déjeuner, etc. Le ministère travaille aussi avec d'autres parties prenantes, les associations qui sont ici présentes, je pense bien sûr à l'Institut du Goût ou à la Neige, mais également à l'UNIRES, qui est le réseau des universités en éducation à la santé, pour mieux répondre aux besoins de formation, comme cela a été évoqué, formation initiale et formation continue, mais également formation continuée. Et en matière d'approche, je pense que les différents intervenants ont pu montrer que c'était une approche systémique que nous avions à conduire tous ensemble. Nous sommes bien dans une approche sensorielle, dans une approche géographique, historique, géopolitique, nutritionnelle, mais également patrimoniale, culturelle, et avec la dimension développement durable. Donc c'est vraiment l'ensemble des parties prenantes qui pourra œuvrer pour réussir à relever le défi de cette approche systémique. À ce propos, des travaux intéressants peuvent être cités. Un des derniers avis du CNA, du Conseil national de l'alimentation, mais également un rapport qui a été fait l'an passé par l'Inspection générale sur l'éducation de l'alimentation de la jeunesse. Nous avons 63 000 écoles, collèges et lycées en France. Il est très très difficile de savoir tout ce qui s'y fait et en même temps, nous sommes toujours surpris par la qualité d'un certain nombre de projets faits par les enseignants et les autres personnels de l'éducation. Les autres personnels, on peut avoir des infirmiers, ils n'ont pas été cités, on a cité les médecins tout à l'heure, les intendants, mais nous avons beaucoup de personnel qui œuvrent pour cette éducation à l'alimentation. C'est une dimension très importante qui s'adosse sur les programmes d'enseignement, bien sûr, mais comme je l'ai déjà souligné, l'ensemble des parties prenantes doivent agir dans le même sens en cohérence et l'éducation nationale y a toute sa part, y contribue. L'an prochain, je le signale, nous aurons un séminaire de 2 jours sur l'éducation à l'alimentation et au goût en avril ou mai à Nancy, nous n'avons pas encore la date précise, de manière justement à rassembler nos partenaires et nos personnels autour de cette question. Enfin, nous avons un portail d'éducation à l'alimentation et au goût qui est sur Eduscol, qui essaye d'actualiser autant que faire se peut l'ensemble des ressources qui sont mises à disposition des personnels, mais également des partenaires. Donc l'éducation nationale est une des parties prenantes, mais c'est vraiment l'affaire de tous et je tenais à le souligner en remerciant bien sûr l'ensemble des intervenants pour la qualité de leurs interventions. Merci pour cette précision, cette mise au point optimiste. Alors, il y avait donc des mains qui se levaient, donc ça n'a de sens que si elles sont accompagnées d'un micro, donc voilà. Madame, par exemple, déjà. Présentez-vous à chaque fois et dites à qui s'adresse la question, à moins qu'elle s'adresse à tout le monde. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage pour Jacques Puiset et pour l'éducation du goût, qui aurait dû se situer dans la partie précédente, mais bon, j'interviens quand il faut. Alors, je suis Dominique Montou, j'ai été institutrice à Tours pendant 38 ans, mais ce n'est pas pour ça que j'interviens, c'est surtout parce que j'ai été formée à la méthode Jacques Puiset
éveil sensoriel du goût en 1992. C'était la première fois qu'une formation était proposée aux instituteurs. Nous étions 15 recrutés à l'échelon national et ça s'est passé à Amboise. J'ai eu peur de ne pas être retenue car on était pris suite à des tests gustatifs et olfactifs et moi j'avais une bouche sucrée. Donc, heureusement, on m'a prise quand même. Après cette formation de 3 semaines, c'est-à-dire 72 heures, je suis ressortie complètement décoiffée. D'ailleurs, je le suis toujours, vous remarquerez. Oui, on remarque. Voilà. Ce qui était intéressant dans cette formation, c'est que tous les matins, nous vivions les séances que nous devions faire vivre aux enfants après dans nos classes, donc sur le plan sensoriel, donc on mouillait le maillot et on s'interrogeait soi-même sur sa sensorialité. Et l'après-midi, c'était consacré au goût dans toutes ses dimensions transversales. Le sociologue Jean-Pierre Corbeau en particulier, goût et religion, le goût dans la littérature, on a reçu un chef, etc. Mais ce qui m'a le plus étonné, c'est lorsque j'ai déjeuné pendant cette formation à côté de Jacques Puiset. Nous avions dans l'assiette du bœuf, un os à moelle dont il se régalait. Et quand il mettait des mots sur ces stimulations gustatives, tactiles, aromatiques, moi, j'avais rien à dire. Alors je me suis dit, oui, mais il est vieux. C'était très irrespectueux de ma part, mais j'avais 40 ans. Donc j'étais pas jeune non plus. Et là, j'ai pris conscience que j'étais un tube digestif sur pattes. Et ça, à 40 ans, ça fait très mal. Alors du coup, je n'ai eu que de cesse de me former et de transmettre dans ma classe de CM1 à mes élèves cette éducation. Mais pourquoi se former? Parce que quand on est enseignant, on entre dans sa classe avec sa blouse sur des réponses aux questions qu'on va poser. Si on dit 3 x 5, ça fait 15. Et si l'enfant met 16, on est très content avec notre stylo bille rouge de mettre une croix dessus. On travaille avec des questions fermées. Ici, c'est plutôt rassurant d'ailleurs, les questions fermées, parce qu'il n'y a qu'une réponse. Mais là, c'est complètement différent. Jacques parlait tout à l'heure de l'odeur d'orange. Bien. Moi, j'ai proposé une question d'amande amère. Mais je ne demandais pas aux enfants qu'est-ce que c'est. D'ailleurs, moi-même, je ne le savais pas quand on me l'a fait sentir pendant la formation. Je me disais, je connais. Donc, j'ai demandé aux enfants d'évoquer le contexte dans lequel ils avaient senti cette odeur. Mais je me suis dit, ils vont être comme moi, ils n'auront rien à dire. Et Jacques a raison. J'ai eu la galette des rois, le pot de colle Cléopâtre, le shampoing, le pouce-mousse sur le lavabo de la salle de bain, aussi la colophane que je mets sur mon archet de violon. Donc quand on voit des réponses aussi diverses, on se dit, ça vaut le coup d'avoir des questions ouvertes et non fermées. Ceci étant, pour en conclure, il faudrait que la posture de l'enseignant, qui doit être absolument formé, parce que ce n'est pas une discipline comme les autres, ce n'est pas des mathématiques, ce n'est pas du français, c'est une discipline sensorielle. Il faut pratiquer l'écoute active. C'est le concept qui a été développé par Carl Rogers, le psychologue américain. Donc quand on interroge les enfants sur le plan sensoriel, il faut questionner avec des questions ouvertes, adopter une attitude physique de disponibilité, ça c'est pour un enseignant, on n'est pas habitué, montrer de l'empathie, laisser l'enfant s'exprimer sans l'interrompre, laisser la place au silence, exclure ses propres idées préconçues, parce que quand on n'aime pas le citron et on ne veut pas mordre dans un citron, il ne faut pas commencer à faire la grimace, puisqu'on fait toutes les dégustations en même temps que les enfants. Et enfin, rester neutre et bienveillant. Pour en conclure, il faut goûter bien sûr en même temps que les enfants, j'ai dit. J'ai reçu, donc en 1992, une formation de 72 heures. En 2002 ou 2011, la formation était de 4 jours, c'est-à-dire 8 x 4, 24 heures, puis 6 heures. Non, 8 x 4, ça fait pas... Oh, le stylo bille rouge est ressorti. Stylo bille rouge, ah ouais. Oh, quelle horreur. Puis 6 heures, puis 3 heures, et aujourd'hui, du temps de M. Blanquer, désolé de le dire, ce n'est plus prioritaire puisqu'on ne fait que de la formation continue sur les mathématiques et le français. J'en ai terminé. Je vous remercie de votre écoute.
Merci madame. On va peut-être décréter solennellement que vous êtes la 5e personne de la table ronde. Voilà, comme ça. Parce que c'est un témoignage intéressant. Peut-être quand même que Jacques, qui est accablé de compliments, a quelque chose à dire. Je suis très sensible au témoignage de Dominique Montou. Mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'à l'heure actuelle, elle forme d'autres instituteurs, hein, pour, disons, leur permettre de mettre du goût dans leur enseignement. C'est ça qui est important. Et si on mettait du goût dans toutes les activités, eh bien, je crois que ça serait une onction utile. Et je la remercie parce qu'elle est en retraite, tout ça, mais elle continue d'offrir de son temps, hein, pour former d'autres enseignants. Merci Dominique. D'ailleurs, quand les instituteurs abordent l'histoire, c'est une très bonne idée d'introduire le goût dans le chapitre d'histoire du jour. C'est une façon de mobiliser l'attention qui pourrait être vacillante des élèves. C'est primordial. Hein. Oui, bien sûr. Il y avait une main qui se levait. Oui, c'est ici. Ah bon. Alors c'est encore ailleurs. J'ai une question à poser à l'insigne tribune. Je voudrais juste répondre à Véronique Gasté pour lui dire à quel point à l'Institut français du goût nous nous réjouissons des propos qu'elle vient de tenir et de l'immensité des projets. Bien entendu, nous sommes en République française, nous sommes spécialistes pour les incantations, les bonnes volontés. Je ne doute pas un seul instant que les ministères concernés vont faire le maximum. Ma question est: combien de classes du goût en 2020, combien en 2021, combien en 2022? Voilà, nous savons que les ministres sensibles, Jean-Michel Blanquer, parmi d'autres ministres de l'Éducation, est particulièrement sensible à cette thématique. Didier Guillaume aussi. Ce n'est pas que je leur souhaite une longue vie politique, mais je souhaite qu'ils soient suffisamment en place pour que, enfin, depuis que Jacques Puiset a mis en place des classes du goût qui ont fonctionné, c'est pas quelque chose qu'on innove et qu'on expérimente, ça a fonctionné, et un jour la classe politique, considérant que c'était un aspect secondaire, les a abandonnés. Donc remettons vite, apprenons à nos enfants à lire, à écrire, à compter. Je crois qu'ils en ont particulièrement besoin, et aujourd'hui dans la société de consommation, ils ont besoin d'apprendre aussi à consommer et à manger. Ma question est très simple. J'arpente par mes activités en permanence des écoles où les expériences telles qu'elles ont été décrites sont probantes et significatives. Je vais même dans les lieux de santé publique, dans les hôpitaux, dans les cliniques, et aujourd'hui on peut dire, fin 2019, c'est quasiment scientifique, là où l'alimentation porte sur le goût, où les conditions de cantine, d'alimentation des enfants est menée à terme sur un paramètre sensoriel et gustatif, les résultats scolaires explosent. Et encore plus fort que ça, Pascal Horry, là, dans les hôpitaux, où vous avez une alimentation avec une restauration intégrée et que le chef de cuisine redonne à manger aux malades des produits qui ont du goût et qui ont du sens, le taux de guérison explose. Alors, le constat est une chose, est-ce qu'on me dit pourquoi un enfant, lorsqu'il est mieux nourri dans sa cantine scolaire, travaille mieux, apprend plus vite, et pourquoi un malade, lorsqu'il est bien nourri dans un hôpital, guérit plus facilement que lorsqu'il mange des pâtes collées et qu'un enfant mange une nourriture insipide, toxique et industrielle. Merci Perico. La question s'adressait à tout le monde, mais Hélène en particulier a des éléments de réponse peut-être? Un petit peu, je dirais, concernant, j'en ai parlé, de la prise en charge globale de l'élève, je suis persuadée, et j'ose quand même le dire, que ce collège est l'un des meilleurs de l'Académie de Strasbourg aussi. Bon, alors, le lien, je ne l'ai pas fait, il faudrait faire d'autres enquêtes avec d'autres paramètres, c'est évident. Mais c'est vrai que de ce côté-là, j'en suis quand même un petit peu persuadée. D'autre part, on a parlé tout à l'heure aussi des différentes personnes. J'ai parlé de la commission, mais très vite, parce que j'ai dû élaguer beaucoup de choses. La commission des repas inclut tout le monde. C'est du bénévolat d'ailleurs pour chacun, mais c'est la cuisinière qui préside en quelque sorte tout ça. Il y a également l'économe, bien entendu, il y a les enseignants, les professeurs, enfin tous ceux qui sont dans l'établissement sont tous représentés. Et je crois que ça c'est une force aussi. Et ceci depuis plus de 10 ans. Alors, comme celle qui vient de prendre la parole, et par ailleurs jusqu'au mois de mars, c'est ça, prochain maire, j'ajouterais, puisqu'on a eu tout à l'heure l'intervention de Richard Ramos, que c'est pas mal qu'il y ait des responsables politiques qui y croient et qui, du coup, mettent en place les politiques en question. Donc,
Non, je ne m'attribuerai pas. Au niveau de votre commune, ça a dû jouer un petit peu. Je ne me l'attribue pas parce que je fais partie du CA, comme légalement c'est prévu, mais je n'interviens pas dans la commission. Hein, donc je crois qu'il faut rendre hommage surtout à la personne qui est arrivée il y a une dizaine d'années, c'est la cuisinière, et qu'il faudrait une fois inviter à l'une des manifestations. Ça sera noté, vous donnerez ses coordonnées. Madame? Ah, bon, alors, madame avait levé la main depuis longtemps. Voilà. Mais non, mais j'aperçois Guy Carreau dans l'assistance. Voilà. Guy? Bon. Merci. De Bretagne, en disciple et en ami, je suis venu pour rendre un hommage profond, chaleureux, ému à Jacques Puiset. Le hasard, et où la providence, et où d'autres mots de Socrate, de Confucius, de Bouddha, qui parfois subliment des destins, nous font un clin d'œil en cet automne 2019 par la conjonction de deux événements. Sa 15e rencontre François Rabelais et l'éducation au goût pour la jeunesse, sous la présidence de Jacques Puiset, et un événement anniversaire, 20 ans, 45 ans, 47 ans et 51 ans, en Bretagne, un colloque historien rural-urbain et des événements de transmission populaire. D'où je parle? D'une expérience de recherche appliquée sur le manger, le boire, les cultures, la santé, l'éthique. D'une méthode transdisciplinaire, la socio-anthropologie de la complexité, transmise par un autre de mes maîtres vivants, Edgar Morin. Je suis donc devenu médecin anthropologue, enseignant-chercheur et président d'une association Le Banquet, hommage à Platon et plus encore à Socrate. La Bretagne, enfin d'un terrain, la Bretagne dans son ensemble géohistorique et géopolitique. Mon nom est Caro, Guy mon prénom. Aujourd'hui, et ma question arrive, mon nom, aujourd'hui, le champ d'application est devenu, de cette recherche, est nommé une transmission intergénérationnelle du bien manger et du savoir-boire associé. Ma question s'adresse à Jacques Puiset. La voici. La voici. Oui. Comme je l'ai écrite, elle fait 2 lignes, donc je vais juste la lire. Oui. Quelle relation établissez-vous entre l'éducation au goût, dont vous avez été le fondateur, et cette transmission intergénérationnelle développée à partir du terrain de la Bretagne? Le lien entre l'éducation au goût et la transmission entre générations, telle que l'on fait en Bretagne. Oui, mais ça, c'est évidemment, c'est le problème de faire passer les... C'est ça, toute l'histoire des sociétés, c'est de faire passer. Et il y a une position importante des personnes, on va dire, âgées, qui, des par seniors. exemple, les grands-parents vont mieux passer que les parents parce qu'ils sont actifs, ils ont moins le temps de préparer. Ça, on a fait des actions sur ce qu'on appelait les maisons de la mémoire, c'est-à-dire où des enfants allaient de 10-12 ans, enfin, aller dans des maisons de retraite pour préparer le repas avec évidemment les cuisiniers et servaient les personnes âgées. Et puis ensuite, c'était les personnes âgées qui venaient faire la cuisine. Ça, je crois beaucoup à ces choses-là. C'est sûr que cette histoire, parce que manger, ça veut rien dire. Alimenter, ça veut rien dire. Si la personne ne sait pas utiliser ses 5 sens pour aller chercher l'intimité, c'est-à-dire le soin qui a été apporté à faire le plat, ou la fraîcheur du plat, etc., ça ne marche pas. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est justement, les gens ont la trouille ils ont un corps gustatif, ou ils ne l'ont pas, ils ont la trouille de l'utiliser. Et comme ils ne l'utilisent pas, les aliments ne sont pas contents, ils disparaissent pour rien, etc. Donc nous vivons aujourd'hui cette histoire de passage, de faire passer la nature de la chose, car la nature, elle est uniquement dans le sensoriel. Et c'est pas la peine de faire des plats magnifiques, etc., si les gens
ne sont pas capables, c'est comme en littérature, si vous n'avez pas un minimum, vous n'allez pas aborder la littérature. Bon, eh bien si l'enfant, on ne lui a pas expliqué qu'il a 5 sens, comment ça fonctionne, en gros, pas de détails, mais si une fois il a compris que le radis lui parlait, et qu'il va dire il est vert, il est rose, et puis il craque pour moi, etc., c'est gagné. Et c'est rien du tout à faire. C'est rien du tout à faire. Il faut que les gens prennent conscience qu'ils ont ce corps gustatif. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Hein, on a vaincu, je crois, les problèmes de quantité au point de vue alimentaire. On peut dire que moi j'ai connu des gens qui récoltaient pas assez de blé pour payer leur pain. Donc là aujourd'hui nos sociétés sont arrivées à un phénomène quantitatif. Maintenant il faut replacer le qualitatif, hein, c'est-à-dire le goût, non pas de la chose, c'est pas le goût du radis, c'est le goût pour la chose. Et ça aussi c'est fondamental. Hein, c'est entre deux et pour. Alors c'est vrai que l'industriel fait le goût de, mais il ne pense pas à faire le goût pour, il ne peut pas. C'est pas sa vocation. Si je comprends bien, dans l'apprentissage des langues vivantes, il faut ajouter la langue du radis. Alors là, je suis désolé, cette dame va être la victime, parce que nous sommes obligés d'arrêter. Peut-être qu'elle va pouvoir poser... non, nous devons terminer à 50, il doit être 48. Voilà. Alors le temps que vous posiez votre question, posez votre question, très courte, madame, mais vous n'avez pas le micro. Voilà. Systématiquement, vous n'avez pas eu le micro. Je suis désolée, mesdames et messieurs, mais on va devoir s'arrêter là. Bon. Je vous invite à aller vous restaurer. Je vous souhaite un bon appétit et merci pour votre attention. Bien, enfin, je me permets d'ajouter que je remercie les participants à la table ronde et que vous avez l'occasion éventuellement de poursuivre la discussion avec chacune et chacun d'entre eux à partir de maintenant et aussi à déjeuner. Ça sert aussi à ça, les déjeuners. Merci.